Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette présentation 7 Je paye version 4.10. Je suis Aurélie Sinave et c'est moi qui ai le plaisir d'animer aujourd'hui cette formation. Alors, avant de commencer, au niveau technique, vos micros sont volontairement désactivés. Vous avez la possibilité de dialoguer avec moi via le chat. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Nous prendrons un petit temps pour y répondre. Ce webinaire va être enregistré, donc enregistré pour pouvoir le diffuser ultérieurement sur la chaîne YouTube Extrémité, ce qui vous permettra de le revisualiser. Et avant de commencer la présentation de la nouvelle version de Sen Je paye, nous allons représenter brièvement la société Extrémité pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore. Donc, Extrémité, 20 années d'existence, une trentaine de collaborateurs pour environ 650 clients. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes une équipe de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. Une entreprise de services numériques, donc qui travaille en partenariat avec notamment des éditeurs de logiciels comme, on peut le citer, Senge et pourquoi pas Cegid, et nous accompagnons essentiellement des PME de région Hauts-de-France dans leur transformation numérique afin de contribuer à l'innovation et à la création de valeur. Donc, notre accompagnement dans la transformation numérique, comment est-il réalisable? Eh bien, grâce à une offre complète et adaptée, donc adaptée aux besoins de chacun, avec pour objectif commun de vous aider à mieux travailler, tout simplement. Je vais vous présenter dans quelques minutes l'ensemble de notre offre avec les différents pôles et vous expliquer très brièvement ce que font chacun de ces pôles. Et je vous rappelle que nous sommes une entreprise à taille humaine, indépendante financièrement, avec un réel engagement sur le territoire régional. Donc, si vous voulez plus d'informations, notamment sur nos engagements, je vous laisserai aller regarder sur notre site et vous retrouverez toutes les informations. Au niveau de nos divers domaines d'expertise, alors nous avons tout d'abord un pôle sécurité. Donc sécurité, ce qu'on entend par là, surtout la cybersécurité. D'ailleurs, nous sommes une des premières sociétés en France, nous faisons partie des 50 premières sociétés à avoir obtenu le label Expert Cyber, donc un label qui est reconnu par le gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que techniquement, nous avons un niveau d'expertise assez conséquent sur la cybersécurité. Nous avons également un pôle réseau. Donc, le pôle réseau va gérer tout ce qui va être les messageries, les gestions des serveurs, des bases de données, la gestion des matériels, donc de l'achat d'un poste de travail, la souris, l'imprimante, etc., etc. Une partie plus télécom. Donc, télécom, on va notamment retrouver la téléphonie IP. Je pense à 3CX, on en reparlera brièvement en fin de présentation. La partie cloud, donc pour tout ce qui va être la partie hébergement de vos données, donc hébergement des données sécurisées, tout ce qui est logiciel de messagerie. Le pôle gestion, qui est celui que vous connaissez le plus parce que c'est le pôle dans lequel je travaille. Donc le pôle gestion, les domaines d'intervention, tout ce qui va être ressources humaines, la paye, la comptabilité, la gestion commerciale et financière, etc., etc. Nos deux derniers domaines d'expertise, le développement. Donc développement, un service qui vous propose des solutions sur mesure et évolutives, donc la possibilité d'adapter de l'existant à vos nouvelles demandes. Et enfin, un pôle digital qui va pouvoir vous aider à la création, la refonte de vos sites web, le référencement sur vos réseaux sociaux, les applications mobiles, les synchronisations, la création d'intranet, etc., etc. Voilà pour notre présentation. J'en ai fini pour ça. Nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet, ce pourquoi vous êtes là, donc les nouveautés de la version 4.10. Donc aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin que la version paye. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va voir une fonctionnalité qui s'appelle les bulletins de rappel. Alors vous verrez pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui. On va faire un point sur toutes les évolutions fonctionnelles, donc les nouveautés sur le logiciel, les évolutions des SN, donc cahier technique 2022, les nouveautés sur SE, donc 7 espaces employés,
Je vous ferai un petit point sur 2022, ce qui nous attend, et j'ai ajouté une petite information sur l'indemnité inflation prime énergie, qui sont toutes les deux la même chose. On refera un point sur la situation. Alors, les bulletins de rappel. Les bulletins de rappel, nouvelle fonctionnalité dans Sage. Alors, vous allez me dire, ça existait déjà. Le bulletin de rappel, qu'est-ce que c'est? La possibilité d'appliquer à un salarié des taux et des plafonds d'une période antérieure. Alors, pourquoi je vous dis que c'est une nouveauté? En fait, on a le BOSS, donc le bulletin officiel de la sécurité sociale, qui apporte au 1er janvier 2022 une modification. Cette modification est liée au fait générateur. Dans les grandes lignes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, lorsqu'on va faire un rappel de salaire sur une période antérieure à l'année courante, on va devoir appliquer les règles en vigueur sur la date à laquelle se rapporte ce rappel. Donc cette règle, elle était déjà applicable aux salariés sortis. Si vous faisiez un versement en 2021 d'un salarié sorti en 2020, vous deviez appliquer les taux et les plafonds de 2020. À compter du 1er janvier 2022, vous allez devoir faire exactement la même chose pour les salariés présents. Donc, ça explique pourquoi le logiciel de paye a dû évoluer. Jusqu'à la version 4, il n'était pas possible de faire un bulletin de rappel pour un salarié qui était encore présent contractuellement chez vous. Le logiciel a évolué et dès la version 4.10, vous allez avoir dans le bouton calcul une fonction de bulletin de rappel. Donc, comment ça va fonctionner? Ça va vraiment être un bulletin complémentaire. Donc, on aura le bulletin de rappel et le bulletin du mois. Et ça veut dire aussi qu'il faudra faire une clôture intermédiaire. Donc, dans l'idée, on fait notre bulletin de rappel, on affecte les périodes de rattachement. Donc, si c'est par exemple un rappel de juin 2020, on mettrait bien en période de rattachement du 1er juin au 30 juin. On indique le montant du rappel. Tous les taux et les plafonds vont se recalculer en fonction de ce qu'on avait sur la paye de 2020 dans mon cas. On vérifie notre bulletin, une clôture intermédiaire, et là, on a un nouvel historique qui sera disponible. Vous savez que dans les bulletins cumul, vous avez les historiques du bulletin. Et là, on aura un historique bulletin de rappel. Cet historique de bulletin de rappel, vous allez aussi pouvoir retrouver les informations au niveau de l'état résumé des cotisations. Donc, vous verrez que quand vous lancerez un état résumé des cotisations, il y a une nouvelle case à cocher, bulletin de rappel. Donc, ça veut bien dire que lorsque je vais sortir un état des cotisations pour un salarié qui a un bulletin de rappel, je n'aurai pas le cumul entre le rappel et le mois en cours. J'aurai bien un état pour le bulletin de rappel et un état pour le bulletin en cours. La fonctionnalité bulletin de rappel, bien sûr, récupère en automatique tous les taux applicables à la période de rappel. Par contre, il faut faire attention tout de même, notamment, je pense aux primes d'ancienneté qui peuvent se déclencher. Je pourrais avoir ma rubrique de mutuelle qui se déclenche aussi. Donc, ce n'est pas parce que c'est automatique qu'il ne faut pas revérifier. Je vous rappelle aussi que dans votre logiciel de paye, dans l'onglet PPS, vous avez toute une multitude de documentation qui est présente et vous avez notamment une documentation complète sur les bulletins de rappel. Donc pour ceux qui n'en auraient jamais fait pour des salariés sortis, la fonctionnalité pour les salariés présents dans votre société, c'est à peu de choses près la même chose, sauf qu'on fera une clôture intermédiaire pour bien voir les deux bulletins sur le mois en cours. Le fait de faire un bulletin de rappel, forcément, en DSN, va me générer deux périodes. Une période avec la période de rappel et une période avec le mois en cours. Donc, je vous laisserai aller regarder cette documentation si vous voulez aller plus loin. Donc ça, évolution logicielle liée à l'évolution du BOSS. On va passer maintenant aux évolutions fonctionnelles. Donc les évolutions fonctionnelles, c'est quoi? C'est des améliorations du logiciel pour vous faciliter le quotidien. Donc la première évolution que j'ai notée, c'est la possibilité d'importer les acomptes via un fichier Excel.
Donc, dans cette Je paye, vous avez la possibilité de gérer les acomptes par le menu annexe acompte. Jusqu'à la version 4, il n'était pas possible d'importer directement dans ce module le montant des acomptes. Et bien, désormais, via le menu GA format d'importation, ça va être possible. Alors, quel est l'intérêt de passer par le menu acompte? C'est qu'on peut générer un fichier de virement pour payer directement les acomptes sans avoir à les ressaisir en banque. Donc ça peut être très pratique, notamment sur les périodes de fin d'année lorsque vous versez vos acomptes aux salariés. Deuxième nouveauté que je trouve vraiment exceptionnelle, la présence dans les constantes d'un bouton paramétrage qui nous permet de voir dans quelle rubrique est affectée la constante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Là, par exemple, on a deux exemples de constantes qui sont pris, le brut et la constante CSG base. Et bien, si je prends la constante CSG base, elle est active dans la rubrique 70 000, 70 100 et 71 000. Ça veut dire que si je viens modifier cette constante, eh ben, je vais modifier ces trois rubriques. Alors, pourquoi je trouve ça génial et super pratique? Ça évitera, lors de modification de paramétrage, d'impacter des choses qui n'auraient pas dû être impactées. Donc là, quand vous allez créer des constantes ou modifier des constantes, il va vraiment falloir prendre le pli d'aller jeter un petit coup d'œil au bouton paramétrage pour voir ce qui est impacté. Sur le brut, c'est pas mal aussi. La constante brute, elle va reprendre toutes les rubriques qui ont un petit plus au niveau de l'association brute. Donc, fonctionnalité pratique pour pouvoir savoir à quoi correspondent vos constantes et surtout éviter les erreurs en modification ou en transformation de paramétrage. On continue. Un onglet bulletin modèle dans les libellés de groupe. Alors, libellé de groupe, en général, ça ne vous parle pas spécialement. Quand vous êtes dans votre bulletin de paye, vous allez saisir des éléments dans les valeurs de base. Alors, souvent, on va saisir des primes, des CL, des choses comme ça. Eh bien, les valeurs de base, les CL, les heures d'absence, etc., c'est ça, les libellés de groupe. Les libellés de groupe, c'est des petits tiroirs où on peut aller ranger des constantes pour aller alimenter votre bulletin de paye. Jusqu'à présent, lorsqu'on voulait mettre dans un bulletin un libellé de groupe, il fallait passer sur chaque bulletin modèle, aller dans groupe et affecter le libellé. Donc ça veut dire que si je voulais mettre un libellé de groupe dans 15 bulletins, il fallait que je fasse 15 fois la manipulation. Et bien là, à présent, grâce à ce petit onglet de bulletin modèle, vous allez pouvoir ajouter en masse tous les bulletins modèles. Donc, les libellés de groupe, c'est vraiment pratique quand vous faites de la saisie de variables. Moi, par exemple, je crée souvent dans mes sociétés un onglet prime. Comme ça, j'ai toute la saisie de prime qui est à un seul endroit, un onglet indemnité, un onglet départ, par exemple. Et tout est vraiment centralisé. Ça m'évite de chercher dans les constantes où alimenter quoi. Au niveau des infos libres. Alors, les infos libres, c'est quoi? C'est les petites questions que vous avez dans les fiches de salariés auxquelles vous pouvez répondre et forcément déclencher du paramétrage. Jusqu'à présent, on avait soit nos infos libres dans un groupe qui était autre, donc le groupe qui s'affichait par défaut, ou soit dans d'autres onglets, notamment dans DSN. Donc, ça veut dire que vous aviez toute une liste d'infos libres qui étaient présentes dans un seul et même endroit. Et bien maintenant, on a la possibilité de créer des groupes personnalisés. Donc ça veut dire que si vous avez un paramétrage, je ne sais pas, pour la mutuelle ou la prévoyance avec des infos libres spécifiques, on pourrait créer un groupe pour regrouper toutes vos infos libres dans un seul et même endroit. Ça vous évitera de chercher entre autres et DSN. On continue. Deux nouveaux champs disponibles en édition GA. Donc ces deux nouveaux champs sont le champ ID des maths. Donc ID des maths, c'est quoi? C'est pour les sociétés qui ont la dématérialisation des bulletins de paye. Chaque salarié est identifié par un numéro. Et bien, c'est grâce à cet ID des maths que vous récupérez l'information. Donc dans les GA, maintenant, on aura la possibilité de faire une extraction de ces codes. Et autre champ également mis à disposition dans la GA, le champ BOETH. Alors, le champ BOETH, pour rappel, obligatoire de le renseigner depuis 2020 dans l'onglet administratif de vos fiches de salariés.
C'est ce qui permet de savoir le nombre de travailleurs handicapés pour notamment votre déclaration qui est prévue là au mois de mars. Donc si vous ne remplissez pas ce champ pour vos travailleurs handicapés, eh bien l'URSSAF ne prendra pas en compte ces salariés dans vos effectifs. Toujours dans la fiche de personnel, onglet administratif, il y a une nouvelle date qui a été ajoutée. C'est au niveau de la visite médicale. Jusqu'à présent, nous avions une date de visite médicale. Et bien maintenant, nous pouvons saisir plutôt la date suivante, la date de la prochaine visite. Alors, l'intérêt de saisir la date dans la fiche de salarié, quelle est-elle? C'est qu'on va pouvoir créer des alertes parce qu'il y a une constante qui a été créée pour récupérer ça, donc la constante date vice-pro, ce qui permettrait d'avoir une alerte 15 jours ou un mois avant une date de fin de visite médicale pour pouvoir faire tout le nécessaire. Donc pareil, amélioration utile. Pour ceux qui n'utilisent pas les alertes et qui ne savent pas de quoi je parle, je vous rappelle que dans l'aide en ligne de Senge, il y a un petit didacticiel qui vous réexplique comment utiliser les alertes. C'est vraiment pas compliqué et c'est super pratique. Donc je vous laisserai regarder ce petit point si ça vous plaît. Une amélioration qui est aussi pas mal, au niveau de la sortie d'un salarié, donc il y a deux possibilités. Soit on va modifier tous les champs dans la fiche de salarié, ou soit on utilise l'assistant de sortie. Donc l'assistant de sortie, à quoi ça sert? Ça nous permet de saisir tous les éléments et d'avoir toutes les étapes pour ne rien oublier au niveau du salarié. Sauf que dans cet assistant de sortie, il manquait un champ date, le champ date de signature de la rupture conventionnelle. Donc là, ça a bien été ajouté. Vous avez tous les éléments dans l'assistant de sortie pour compléter vos fiches en cas de sortie d'un salarié. Au niveau de la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés, dans les établissements, dans l'onglet DSN, il y a un nouveau champ qui a été ajouté, complément au ETH, pour justement vous éviter l'année prochaine de le saisir directement dans la paie. Donc, vous n'êtes pas tous concernés par ce champ, mais pour les sociétés qui l'étaient, ça évitera tous les ans de devoir modifier l'information. Je réinsiste sur DOETH, je vous rappelle que la déclaration est obligatoire dans vos DSN du 5 ou 15 mars selon vos échéances, et pas du mois de juin ou juillet, car cette année, c'était exceptionnellement reporté. Au niveau de la DSN, il y a des infos libres qui ont été ajoutées. La plupart ne vont pas vous concerner. Le premier info libre, c'est le grade pour la CPRP SNCF. Le deuxième, le coefficient hiérarchique, toujours pour le même organisme pour les IEG. Le taux de majoration ex-apprenti, ex-élève pour la SNCF. L'indice complément de traitement indiciaire pour les fonctionnaires. Et le numéro finesse pour les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Donc bien sûr, si vous ne faites partie d'aucun de ces secteurs, cette information ne vous concerne pas. Et pour les autres, vous verrez sur 2022 ces nouvelles infos libres. Encore une amélioration, la modification des fiches de personnel. Alors vous savez que dans le menu annexe, il y a un menu modification en masse. Ce menu modification en masse, comme le nom l'indique, permet de modifier des champs au global pour éviter de passer sur chaque fiche de salarié. Donc cette modification en masse a été enrichie avec notamment la possibilité de ne modifier que les salariés présents, parce qu'aujourd'hui, si on ne bornait pas, si on ne faisait pas une sélection, ou même si on faisait une sélection, la totalité des salariés présents dans votre base de paye était traitée. Donc ça veut dire que si je faisais une modification, par exemple, sur les salariés cadres, tous les cadres, depuis la nuit des temps, étaient modifiés dans le logiciel, ce qui pouvait créer des lenteurs. Donc la petite case à cocher, uniquement les salariés présents, comme le nom l'indique, ne fera les modifications que sur les salariés qui sont en statut présent dans votre paye. Autre nouveauté aussi, la possibilité de cocher ou décocher en masse la case paiement définitif. Donc la case paiement définitif, c'était un champ qui était apparu, si je ne dis pas de bêtises, sur la version 3.10 ou 4, j'ai un doute, mais c'est assez récent. C'est dans l'onglet paye de la fiche de salarié.
Alors, cette case, elle sert à quoi? Elle sert que lorsqu'on va faire un virement de salaire par cette je paye, cette case va venir se cocher par défaut pour éviter que si on fait un deuxième fichier de virement, les salariés soient payés 2 fois. Donc c'est pratique notamment pour les soldes de tout compte. À partir du moment où la case paiement définitif est cochée, quand je vais lancer mon bordereau de virement mensuel, tous les salariés sortis n'apparaîtront pas. Donc là, la modification en masse, elle nous permet soit de cocher pour tout ou partie des salariés cette information, ou alors de la décocher. En réalité, si un jour ça vous arrive, vous faites un fichier de virement pour tous vos salariés et vous vous rendez compte par la suite que vous devez apporter une modification, quand vous passez par gestion, paiement, virement des salaires, vous pouvez décocher aussi dans la fenêtre de sélection paiement définitif. Comme ça repasse tous vos salariés, mais faites bien attention qu'il n'y ait pas de salariés sortis là-dedans. Voilà pour ça. On continue. Sur la version 3, je vous avais parlé de l'import des bordereaux de paiement des indemnités sécurité sociale directement dans la paye. Alors, je vous ai dit, actuellement, pour le faire, on va télécharger sur NetEntreprise le fichier de paiement, vous l'enregistrez sur votre poste et ensuite, vous pouvez importer un par un les fichiers. Alors, la version 4.10, elle est compatible avec le téléchargement en EDI des bordereaux de paiement IJ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens de raconter? Ça veut dire qu'on aurait la possibilité de récupérer en automatique, un peu comme vos taux de prélèvement à la source, que ce soit la machine qui aille directement récupérer ces taux. Alors, on est presque prêt, il me manque juste un élément, c'est que la CNAM n'a pas encore communiqué l'URL de téléchargement des fichiers. Donc, dès que la CNAM aura communiqué cette information, ça sera possible et ça fonctionnera. En attendant, il y a 2 nouvelles zones qui sont apparues dans le logiciel. La première, c'est dans l'entête du dossier. Donc, l'entête du dossier, il faudra renseigner le SIRET, le nom, le prénom de connexion sur NetEntreprise. C'est comme dans déclaration sociale. Quand vous envoyez vos DSN, il y a un SIRET, un nom et un prénom qui sont renseignés, qui correspondent à vos comptes NetEntreprise. Ce sera la même chose. Ce sera pour permettre à Senge d'aller récupérer les informations en direct. Et la deuxième chose que vous pourrez modifier, ce sera dans les paramètres de paye, donc fichier paramètres de paye, on pourra définir un dossier dans lequel on ira télécharger les bordereaux de paiement. En fait, c'est peu de choses près comme le prélèvement à la source. Prélèvement à la source, on a défini un dossier pour que les CRM viennent s'enregistrer. Et bien là, on pourra faire la même chose pour les bordereaux de paiement IJSS. Et autre nouveauté aussi, donc là, ça fonctionne, enfin c'est fonctionnel, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça après, la possibilité d'importer plusieurs fichiers à la fois. Sur la version 4, on pouvait importer un fichier par un fichier. Donc là, on peut importer, si vous en avez 10, vous sélectionnez les 10 vont s'importer. En attendant que l'EDI fonctionne, ça veut dire que c'est à vous de télécharger sur NetEntreprise les fichiers, de les déposer dans le dossier et de les sélectionner. Et à partir du moment où la communication EDI sera disponible, on aura un bouton télécharger les CRM comme pour le prélèvement à la source et tous les fichiers apparaîtront en automatique. Voilà pour cette modification. Donc là, je vous ai présenté l'essentiel des nouveautés fonctionnelles au niveau du logiciel. Je vais vous présenter maintenant les nouveautés sur Sage Espace Employé. Donc, non, pardon, je vais un petit peu vite. J'ai loupé la DSN, alors que la DSN, c'est quelque chose de quand même assez important. J'ai failli oublier ça. Autant pour moi. Alors, au niveau de la DSN, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez me haïr, mais le contrôleur va vous déclencher de nouveaux avertissements. Donc, vous savez que quand vous faites vos DSN, vous lancez le e-control, 3 types d'erreurs possibles, une erreur bloquante, une erreur non bloquante et des avertissements. Les avertissements, la plupart j'entends, je m'en fiche, c'est que des avertissements, c'est pas grave. Alors oui et non, regardez quand même quand vous avez des avertissements, dans certains cas, oui, c'est normal de les avoir, c'est juste des alertes, mais dans d'autres cas, ça peut vous montrer des anomalies réelles dans votre DSN.
Le nouvel avertissement, le premier nouvel avertissement qui va apparaître, ça va être au niveau de l'Agirc Arrco. Donc pour les salariés qui auraient plusieurs fois le code 105 de déclarer dans leur cotisation nominative, c'est pas autorisé et c'est pas normal. Donc 105, c'est le code de l'énuméré retraite et on doit bien avoir qu'une seule ligne. Donc vous avez peut-être toujours eu dans votre DSN 2 lignes 105, ça ne posait pas de problème, et bien là, à la prochaine mise à jour, ça deviendra problématique. Et le prochain avertissement, ça va être sur les quotités de travail. Alors, les quotités de travail, pour rappel, ça a été inséré en paye grâce à la DSN. Les quotités de travail, c'est ce qui permet aux organismes de savoir si votre salarié est à temps plein ou à temps partiel. Donc, il y a deux types de quotité de travail. On peut être en quotité de travail en heures ou en quotité de travail en jours. Et ces quotités sont propres à chaque catégorie et à chaque salarié. Donc, ça veut dire que, imaginons que je sois cadre, si la quotité de la catégorie cadre est à 151,67 h, et bien, si ma quotité personnelle n'est pas 151,67 h, cela veut dire que je suis à temps partiel. Et si je suis cadre au forfait jour, si la quotité de ma catégorie est 21,67 h, alors ma quotité personnelle, si elle est inférieure à 21,67 h, cela veut dire que je suis à temps partiel. On pourrait se dire, bon, on s'en fiche un petit peu, c'est juste des informations, et puis basta. Sauf que certains d'entre vous ont reçu ou recevront prochainement des tableaux de la caisse de retraite qui vous indiquent que les montants calculés, les montants déclarés ne correspondent pas aux montants qui sont recalculés par l'organisme. Et bien, les anomalies sur les quotités de travail peuvent être une des causes. Il faut savoir que l'Agirc Arrco, quand elle reçoit vos DSN, elle reçoit bien entendu les informations sur vos salariés, elle reçoit vos bases plafonnées et vos bases déplafonnées. Et en fait, cet organisme recalcule les plafonds pour voir si ça s'applique correctement. Et pour recalculer les plafonds, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont rechercher la quotité du salarié, ils la comparent à la quotité de la catégorie et ils viennent proratiser ou non le plafond sécurité sociale. Donc si en paye, vous avez un salarié qui a un horaire à temps partiel, votre plafond va être bien proratisé en paye. Par contre, si vous déclarez une quotité de temps plein, la retraite va recalculer un plafond pour un temps plein. Donc c'est une des erreurs les plus courantes, c'est les quotités. Et donc là, cet avertissement, il va notamment alerter sur les sociétés qui ont des heures structurelles. Donc les heures structurelles, c'est quoi? C'est les heures supplémentaires qu'on va retrouver tous les mois, surtout pour les salariés qui sont la plupart du temps à 169 heures. Donc là, comment va fonctionner cet avertissement? Il va regarder la modalité d'exercice du temps de travail. Donc, est-ce que mon salarié est à temps plein? Si oui, est-ce qu'on a déclaré des heures structurelles? Et si oui, et ben dans ce cas-là, ma quotité doit être supérieure à la quotité de travail de l'entreprise. D'accord? Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où il y aura des heures structurelles, il va regarder ce que ça donne au niveau de votre quotité. Voilà pour les deux nouveaux avertissements. Donc, jetez un coup d'œil quand même à vos avertissements systématiquement. Même si la plupart du temps, c'est juste des alertes, il peut s'y glisser parfois des anomalies. Donc, je compte sur vous pour regarder ça. Au niveau toujours de la DSN, alors sur votre prochaine DSN de janvier, je ne dis pas de bêtises, oui, de janvier, vous vous souvenez, l'année dernière, on avait dû déclarer les heures supplémentaires exonérées de 2020. Et bien, en 2021, donc en début de 2022 plutôt, on va devoir déclarer dans la DSN les heures supplémentaires exonérées et ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière sur une période allant du 7 janvier au 7 décembre 2021. Alors, ne me demandez pas pourquoi les impôts ont choisi cette périodicité. Ce n'est pas une anomalie logicielle, c'est bien cette période qui va remonter, mais ils veulent les heures supplémentaires exonérées de janvier à décembre avec une date de début du 7 au 7. D'accord? Donc, les paramétrages n'ont pas bougé par rapport à ce qui a été fait l'année précédente. C'est toujours l'énuméré 026 qui vient alimenter l'information. Et c'est toujours le S21G0051013 qui va récupérer cette information.
Donc, on aura bien le montant exonéré sur l'année. Nouveau bloc en DSN, vous savez que dans certains cas, vous devez faire ce qu'on appelle des changements de contrat. Alors, par exemple, à quoi sert le bloc changement de contrat? Si vous avez une quotité qui a mal été déclarée, imaginons que suite à la présentation, vous contrôlez vos DSN et vous vous rendez compte qu'il y a un salarié qui est déclaré à temps partiel depuis le début de l'année alors qu'il est à temps plein. Et c'est là dans votre DSN où vous allez utiliser le bloc changement de contrat pour signaler à la DSN qu'en réalité, depuis le début de l'année, ce salarié a bien une quotité temps plein et non pas une quotité temps partiel. Au niveau du bloc changement de contrat, on a des informations qui peuvent être annulées, chose qu'on ne pouvait pas avant. Donc certains champs vont pouvoir être annulés, donc c'est ce qu'ils appellent des valeurs dites annulantes, et ça sera possible qu'à compter de la DSN 2022. Alors, il faut bien garder à l'esprit qu'en janvier 2022, donc le 5 janvier et le 15 janvier 2022, on fera encore nos DSN 2021, parce que c'est les DSN du mois de décembre 2021. Donc, quand je vous dis les DSN 2022, c'est vos payes de janvier 2022 déclarées en février 2022. Autre évolution, donc cette fois-ci plus au niveau de la DSN, au niveau de cette déclaration sociale, on va avoir l'URSSAF de disponible dans les éditions analyse des versements et préparation des versements. Donc, en général, ces deux états, on les utilisait pour contrôler les prévoyances et mutuelles trimestrielles. On a l'habitude de choisir organismes complémentaires. Il y avait la retraite, les impôts, la MSA et les OC de disponibles. Et maintenant, avec la version 12.10, vous aurez également l'URSSAF. Donc, avec possibilité de faire des exports Excel, ce qui peut être pratique. Toujours au niveau des synthèses de montants, qui dit nouveauté 2022 dit nouveaux énumérés. Bien sûr, le logiciel a évolué pour intégrer tous ces énumérés. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais je suppose que vous l'avez compris, que la version 4.10 de cette GPay et la version 12.10 de déclaration sociale est nécessaire pour 2022, pour vos paramétrages et vos déclaratifs de 2022. Au niveau de la DSN, je vous ai mis un rappel. Alors, je vous en ai déjà parlé lors de la précédente présentation. En 2021, on vous a dit l'URSSAF veut avoir au niveau de la DSN, au niveau nominatif, le détail de chaque assiette, taux et montant de cotisation avec des énumérés pour chaque cotisation. Donc, c'était applicable dès début 2021, mais au mois de mars, l'URSSAF nous a dit en fait, on ne va pas l'utiliser tout de suite, on verra un peu plus tard, et notamment pourquoi? À cause, entre autres, des apprentis. Donc, l'idée de l'URSSAF, c'est qu'une base fois un taux soit égale à un montant. Sauf qu'ils se sont rendus compte que sur certains cas spécifiques, comme les apprentis qui bénéficient de réductions en fonction de leur rémunération, un même énuméré pouvait avoir plusieurs taux, ce qui n'était pas gérable de l'autre côté. Alors, janvier 2022, donc paye de janvier 2022 DSN de février 2022, normalement, si la base multipliée par le taux n'est pas égale au montant, ça devrait vous déclencher une anomalie URSSAF. Donc, ça veut dire aussi qu'au niveau des apprentis, on aura des petites modifications à apporter au déclaratif pour que l'URSSAF comprenne bien quel taux est à appliquer en fonction des réductions. Donc ça, c'était plus un rappel. Voilà pour la DSN. Cette fois, je passe à SAGESpace employé. C'est la bonne. Donc, SAGESpace employé, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de gérer les congés payés, les absences des salariés via une interface en direct avec la paye. Donc, comme c'est un module assez récent, qui a un an ou deux maintenant, il y a des évolutions constantes. Et première évolution sur ce module, c'est la possibilité de ne synchroniser que les nouveaux salariés. Ça vous évite que tous les salariés soient repris dans la synchronisation. La catégorie professionnelle, maintenant, ne sera plus que synchronisée à la première synchronisation de chaque salarié. Comme ça, si vous aviez fait des personnalisations dans SAGESpace employé,
Ça évite que ce soit écrasé systématiquement. Ensuite, sur la synchronisation des compteurs, on a une nouvelle date qui est la saisie d'une nouvelle date qui est possible. Comme ça prendra en compte les congés qui ont été saisis postérieurement à la date. Et la synchronisation des compteurs sera possible pour les soldes négatifs, ce qui n'était pas possible jusqu'à aujourd'hui. Et la version 4.10 de Senge est prête pour le prochain module Sage Espace Employé, qui sera le module Note de frais. Donc le logiciel est prêt, par contre le module, lui, ne l'est pas encore. Ça veut dire que dès que Sage Espace Employé mettra à disposition ce module Note de frais, la version 4.10 sera compatible pour gérer les impairs. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette partie-là. On va continuer et là, on va parler un petit peu de ce qui nous attend prochainement. Donc, j'anticipe peut-être un peu ou pas. On va parler de 2022. À quelle sauce va-t-on être mangé en janvier? Alors, première chose, recouvrement de l'URSSAF et de la MSA, non, par l'URSSAF et la MSA, de tout ce qui est contribution, formation professionnelle et taxes d'apprentissage. Je vous en avais déjà parlé. Dans les grandes lignes, comment ça va se passer en paye? Pas si compliqué que ça. Sage a prévu des nouvelles rubriques. Ces rubriques ont des codes Sage, donc ils se finissent par 1 et 2, comme ça on sera sûr de ne pas écraser votre paramétrage. Il y aura des nouveaux codes DUX pour l'URSSAF et des nouveaux énumérés. Donc, si je schématise très vulgairement ces rubriques, qu'est-ce qui va se passer? On va importer des nouvelles rubriques. Comme c'est des rubriques Sage, on est sûr qu'elles ne casseront rien dans notre paye. Les variables vont s'alimenter en automatique au niveau des DSN. Ça voudra dire qu'il faudra faire attention à plusieurs choses. La première, c'est qu'il faudra activer les rubriques dans nos bulletins. Il faudra s'assurer qu'on ait bien les codes DUX dans la paye. Et il faudra enlever des bulletins modèles, les anciennes rubriques. Donc rien de bien compliqué, on a connu pire. Deuxième gros point pour les sociétés qui sont concernées, c'est l'entrée du CIBTP en DSN. Donc là, l'entrée du CIBTP en DSN, point de vue paramétrage dans les grandes lignes, qu'est-ce que ça va être? Alors, des champs renseignés dans les fiches de personnel, notamment tout ce qui est numéro de caisse des congés payés et les qualifications dans les postes des salariés. Des informations dans les établissements à renseigner, parce qu'on aura des cotisations de type établissement. Et au niveau de la caisse de cotisation, quelques modifications à apporter, notamment le numéro d'affiliation, le type d'organisme CIBTP, et puis après, forcément, nos rubriques à les ranger correctement et à mettre dans les bonnes variables. Donc, au 5 et 15 février, obligation de faire notre première DSN CIBTP. Première chose qui m'a surpris au niveau de ces DSN, pas de bloc de versement de prévu. Ça veut dire que le paiement de la CIBTP ne passera pas via la DSN. Au niveau remplacement, vos demandes de congés et les déclarations d'arrêt intempéries seront toujours à faire comme vous faites actuellement. Ce ne sera pas remplacé par la DSN pour l'instant. Et pour cette année, votre DNA reste obligatoire. Vous savez que votre période déclarative va du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Donc, comme on n'a pas la période 2021 en DSN, il va falloir faire cette DNA cette année. Normalement, l'année prochaine, vous ne serez plus embêté avec ça. Encore des infos sur la CIBTP. Donc là, ça y est, tout ce qui est DSN Info, CIBTP commence à nous donner les documentations. Donc ça commence à être un peu plus clair, même si les documentations sont très denses, mais ça devrait pas trop mal se passer, ça a l'air pas trop mal ficelé. On verra ça en 2022. DSN de fin de contrat unique obligatoire. Donc je doutais un peu que ce soit le cas, mais a priori, Pôle emploi reste sur ses positions. Plus d'AED ni de DSN de fin de contrat de travail au 31 décembre 2021. Donc ça veut dire qu'à partir de vos attestations Pôle emploi au 1er janvier 2022, vous aurez l'obligation de générer une DSN de fin de contrat de travail unique en DSN. Alors, pour ceux qui se posent la question comment on fait ça,
c'est la même manipulation que pour la DSN de fin de contrat de travail, sauf que dans votre logiciel de paye, vous descendez d'une ligne et vous choisissez FCTU. Alors, la différence entre une FCTU et une FCT, la FCT, donc fin de contrat de travail, comportait trop peu d'informations. La fin de contrat de travail unique, si je vulgarise ça, en gros, c'est une DSN mensuelle pour un salarié sortant. Donc, comme on a beaucoup plus d'informations, Pôle emploi peut plus rapidement effectuer les attestations, notamment pour les salariés qui entrent et sortent en cours de mois. Parce que là, aujourd'hui, si vous avez une échéance DSN au 5, si un salarié entrait le 6 du mois et sortait le 15, vous ne pouvez pas faire de DSN de fin de contrat de travail parce que le salarié n'était pas connu en DSN comme étant salarié chez vous. Et bien là, ce sera possible. Et une bonne nouvelle, on n'aura pas la partie Agir Carco à paramétrer en 2023 au niveau de l'URSSAF, en 2022, pardon, ça a été reporté en 2023. Donc, dans les grandes lignes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aura toujours en DSN notre caisse URSSAF. Notre caisse URSSAF, elle aura des cotisations comme cette année, mais en plus, la partie formation professionnelle, donc des nouveaux énumérés et le paiement en direct à l'URSSAF. Et on aura toujours notre caisse Agir Carco avec le paiement à la retraite. En 2023, si pas de report d'ici là, la partie Agir Carco va basculer dans la caisse de retraite comme la formation professionnelle. Et comme ça, on n'aura plus qu'un seul organisme avec qui dialoguer pour les anomalies. Je vous en avais parlé brièvement aussi, modification du bulletin clarifié en 2022. Donc, tous les textes ne sont pas encore parus, mais voilà dans l'idée à quoi va ressembler notre nouveau bulletin. Alors, déjà, l'objectif de cette modification, qu'est-ce que c'est? C'est de permettre aux salariés de vérifier et, si besoin, de compléter les montants pré-remplis sur les déclarations de revenus. Donc, notre bulletin de paye devra comporter le net imposable mensuel et annuel. Donc ça, on l'avait déjà, on a l'habitude. Le montant annuel du prélèvement à la source, donc bien sûr le mensuel et l'annuel, et le montant net des heures supplémentaires exonérées en mensuel et annuel. Donc comme ça permettra aux salariés de s'y retrouver plus facilement dans de la déclaration de revenus. Et ça permettra sûrement de faire un petit peu plus de pédagogie, notamment sur les salariés qui ne comprennent pas qu'il y a un plafond d'exonération fiscale, ce qui explique pourquoi leurs heures sont réintégrées dans les feuilles d'imposition. Donc là, toutes ces informations présentes dès janvier 2022. Au niveau du bulletin, Serge proposera des bulletins standards avec les blocs tels qu'ils ont été présentés ici. Mais comme il n'y a pas vraiment de texte de paru, vous pouvez les mettre un peu comme vous voulez. Donc l'essentiel, c'est d'avoir les informations, peu importe comment vous les mettez, il faut juste qu'elles soient présentes. Et je suis étonnée dans le chat de ne pas avoir de réaction là-dessus. Je vais anticiper tout de suite. Oui, on risque d'avoir quasiment tout le temps des bulletins de 2 pages. À voir à l'usage si on n'arrive pas à bouger des choses pour que notre bulletin soit un petit peu plus petit. Mais j'ai fait quelques tests et mes bulletins sont sur 2 pages. Donc, pour ne pas gaspiller du papier, ce sera peut-être l'occasion de dématérialiser nos bulletins de paye. Ce sera plus pratique. Je vous ai parlé tout à l'heure du bulletin officiel de la sécurité sociale. Donc, la première chose dont je vous ai parlé, c'est le bulletin de rappel. Donc, le bulletin officiel de la sécurité sociale nous dit qu'au 1er janvier 2022, les rappels de salaire sur une année antérieure doivent appliquer les plafonds, les taux de l'année concernée. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose que nous dit aussi le bulletin officiel, c'est que pour les salariés en forfait jour réduit, nous allons devoir proratiser le plafond. Donc là, aujourd'hui, que je sois salarié forfait jour 218 jours ou 40 jours, il n'y avait pas de proratisation. Le plafond est à 3 428. Au 1er janvier 2022, et bien, si je suis salarié forfait jour 40 jours, on aura un prorata qui sera appliqué. Donc, modification du plafond dans la paye de janvier. Et autre modification qui concerne la DFS, donc la déduction forfaitaire spécifique, qui est une déduction qu'on appelle souvent les abattements
propre à certaines typologies de salariés, il y a un changement de prise en compte du brut abattu. Alors, dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est? J'ai du brut en paye et je paye des cotisations là-dessus. Certains salariés bénéficient d'abattements, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas cotiser sur la totalité de leur salaire, mais sur une base dite abattue. Donc jusqu'à aujourd'hui, comment ça se passait? Si mon salarié avait un salaire de 3 000 €, une absence de 1 000 €, et ben, mon assiette abattue était de 1 800 €. Donc on est parti sur le principe qu'on avait un abattement de 10%, donc j'avais 1 800 €. En 2022, pour ce type de cas, ce sera toujours la même chose. Par contre, ce qui change avec cette modification, c'est que tout ce qui est maintien de salaire, n'étant pas du travail effectif, n'est pas à prendre en compte dans la base de l'abattement. Ça veut dire que si on prend le cas d'un salarié qui aurait un maintien de salaire à 50%, donc toujours 3 000 € de salaire, 1 000 € d'absence et 500 € de maintien, en 2021, on aurait eu 2 250 € de base abattue, là où en janvier, on aura 1 800 €. Alors, pourquoi cette différence? Tout simplement parce que le maintien n'est pas pris en compte dans la base de calcul. On a un autre cas pour vous illustrer ça aussi. Donc, toujours 3 000 € de salaire, 1 000 € d'absence, 500 € de maintien, mais mon salarié a une prime de 200 €. Et ben, au niveau du fonctionnement, on enlève les 1 000 € d'absence, on vient ajouter les 500 €. Non, pardon, on ne vient pas ajouter les 500 €. On ajoute les 200 € de prime et on ne prend pas en compte dans la base d'abattement le maintien. Donc en gros, tout ça pour vous dire que dès que c'est du maintien, c'est plus pris en compte dans la base, que ça a de l'impact au niveau des cotisations du salarié, parce que comme vous le voyez sur les différents exemples, la plupart du temps, ma base va être plus importante. Le cas le plus flagrant, c'est le dernier, le salarié qui est maintenu à 100%. Ben, il aurait eu 2 700 € de base abattue et avec le nouveau fonctionnement, il cotisera sur 3 000 €. Donc ça, comment ça va se matérialiser en paye? Eh ben, il y a une modification des constantes brut abat, donc un peu de paramétrage à faire là-dessus pour que justement ne soient plus pris en compte les maintiens au niveau de la paye. Je voulais vous présenter un site que je trouve pas mal, qui est justement le portail BOSS, donc le portail du boss. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il est plutôt bien fait parce que pour une fois, c'est clair et c'est assez précis. Donc, je vous ai mis le lien, rien à voir avec ça ni extrémité, c'est vraiment un site gouvernemental et il est mis à jour assez régulièrement. Donc, allez jeter un petit coup d'œil sur les points spécifiques. On voit ici que ça a été rangé en général les allègements, les exonérations, les avantages en nature et frais pro, les indemnités de rupture et les mesures exceptionnelles. Donc au moins des informations mises à jour et des informations qui sont applicables. Et maintenant, l'indemnité inflation prime énergie. Alors ça, c'est une petite aparté, rien à voir avec la version 4.10 de Sanj. C'est plus une information liée à l'actualité. Donc, je pense que vous avez tous entendu parler que des salariés bénéficieraient sur la paye de décembre d'une prime de 100 €. Donc, cette prime est appelée indemnité inflation, prime énergie, chèque essence, ce que vous voulez. C'est exactement la même chose. Donc, moi, côté paye, ce que j'ai retenu, c'est décembre payer 100 € aux salariés. Si on avait fait le webinaire hier, je vous aurais dit que le Sénat a rejeté le projet le 18 novembre. Nous faisons le webinaire aujourd'hui. Je vous dis, l'Assemblée nationale a décidé d'approuver l'indemnité et du coup, c'est validé. Alors, dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on sait? On sait que cette personne, elle sera versée en décembre, pour les salariés, elle sera versée en décembre par l'employeur, et que cette indemnité, elle sera versée pour les salariés qui ont un net à payer avant impôt de moins de 2 000 €. Et que pour ces 2 000 €, pour les calculer, on va faire sur une moyenne entre 1er janvier et 31 octobre.
Cette indemnité sera versée sur la paye de décembre et sera totalement exonérée de cotisations et de contributions sociales. Alors, petit aparté, donc là, c'est l'Assemblée nationale qui nous dit ça hier, sauf que le décret n'est pas encore paru au journal officiel. Donc les informations que je vous diffuse à l'écran sont les informations qui sont disponibles sur le site de l'URSSAF. Donc ça veut dire que c'est maintenu, qu'a priori c'est toujours sur décembre, toujours 100 €, toujours pour les salariés qui gagnent moins de 2 000 € net. Et comment ça va se passer? Donc vous, employeur, vous versez cette indemnité et vous allez vous faire, on va dire, rembourser en déduisant ces montants de vos cotisations URSSAF de la DSN de janvier. Donc, en paye, on aura une rubrique indemnité inflation de 100 €. Cette rubrique, elle va se déclarer en DSN sous le CTP 390, qui est un CTP de réduction donc à 0%. Et ce CTP va venir se déduire de vos cotisations. Là où je suis un peu en retrait, c'est que cette information date de hier. Donc l'Assemblée nationale nous dit « OK, hier ». Les décrets ne sont pas encore passés. Ça veut dire qu'on n'a pas toutes les informations. Hop. Alors, vous m'avez peut-être mal entendu, mais ça va revenir. Alors, on n'a pas toutes les informations. Ce que je sais ou ce que j'ai compris aujourd'hui, pas de proratisation des 100 €. Que je sois à temps plein ou à temps partiel, il n'y aurait pas de proratisation. Qu'au niveau des absences, pas de proratisation non plus. Le seul cas de proratisation que j'ai recensé, c'est en cas d'entrée-sortie en cours d'année. D'accord? Donc, je parle bien au conditionnel, c'est ce que j'ai lu et ce que j'interprète. Au niveau des 2 000 € net, je n'ai pas plus d'informations que ce qu'il y a sur le site de l'URSSAF. C'est-à-dire que je ne sais pas si les remboursements de frais sont pris en compte dedans. Je suppose que les acomptes et saisies sur salaire sont ajoutés au net. Ce n'est pas le net à payer, c'est le net, presque, j'allais dire le net rétabli. Non, mais pas le salaire net. Ouais, si, on va appeler ça le salaire net rétabli. Mais il y a plein d'informations qu'on n'a pas pour mettre en place un paramétrage. Ça nous dit aussi que cette indemnité est à verser pour les salariés présents au mois d'octobre dans votre société. Donc, est-ce que ça veut me dire qu'un salarié qui a quitté ma société en novembre, je vais devoir lui verser les 100 € en décembre? Je ne sais pas non plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis les deux principaux liens. On a un maximum d'informations qui sont censées être correctes. Donc, le site de l'URSSAF et le site du gouvernement. Là, la prochaine étape, il faut qu'on attende la signature du décret. Donc, je n'ai pas de date, je ne peux pas vous dire que ça va être fait ce soir, mais j'espère au plus profond de moi que ce soit début semaine prochaine. Pourquoi? Parce que je sais que nous sommes déjà le 25 novembre, que les payes de décembre sont souvent faites plus tôt et qu'il faut que ce soit versé sur décembre. Donc là, dès que le décret est signé, qu'est-ce qui va se passer? L'éditeur va nous mettre à disposition un paramétrage. Ce paramétrage, comment vous allez en être informé? Fil d'actualité dans la paye et information. Donc je ne peux pas vous dire si ça va être un plan de paye qui va être mis à jour, ça va dépendre de la complexité, notamment pour cette notion de inférieur à 2 000 € net. Dans tous les cas, Extrémité communiquera là-dessus aussi. Donc, on fera soit des web formations, des interventions, on verra quand on aura tout nécessaire, mais vous aurez bien les informations dès que ça sera possible. Voilà pour ça. J'espère que ça a été clair pour vous. Donc, tous les liens, etc., vous seront mis à disposition. Ce que je vous propose, c'est que on passe aux réponses des questions. Donc, si vous avez des questions, mettez les questions dans le chat et on va y répondre au fur et à mesure. Alors, hop, une des premières questions que je vois, c'est si nous avons un forfait jour de base inférieur à 218 jours, doit-on proratiser aussi? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. La notion de forfait jour réduit, c'est lorsque un salarié a un contrat forfait jour
à une durée inférieure de la durée globale de votre société. Donc, si dans votre société, vous avez un contrat général, je ne sais pas, de forfait jour à 215 jours, si vos salariés sont à 215 jours, ils sont considérés comme étant à temps plein. Ensuite, est-ce que les primes inflation seront imposables? Alors, a priori, non. Non soumises à cotisation et non imposables. Est-ce qu'on va déduire les tickets restaurants des nets à payer? C'est une excellente question. Je me suis posé la même tout à l'heure. Est-ce qu'on va retirer la mutuelle? Excellente question. Donc, vous doutez bien que toutes ces questions, je n'ai pas la réponse. Mais c'est vrai que c'est très pertinent. 2 000 € net, est-ce que c'est après déduction des titres restaurants et de la cotisation mutuelle? Peut-être. J'ai la même chose sur les avantages en nature, sur les remboursements de frais pro, etc., etc. Donc, prime inflation, là, je ne vais pas savoir vous en dire plus. Il va falloir attendre que notre gouvernement nous notifie tout cela. Alors, j'ai une autre question. Où trouver les alertes? Je vous montre rapidement en paye. Hop. Donc, moi, je suis sur ma paye. Donc, dans Fichier, ici, vous avez le menu alerte et la possibilité de paramétrer vos alertes. Et c'est ici que vous allez pouvoir créer une alerte sur les dates de visite médicale. Pour la taxe d'apprentissage, est-ce que ça signifie que nous allons payer mensuellement? Eh bien oui, tout à fait. Vu que l'URSSAF est mensuel, vous allez payer les cotisations tous les mois. Donc ça, pareil, il y aura plus d'informations en 2022, mais oui, il n'y aura pas plusieurs blocs de versement au niveau de l'URSSAF. Alors, pour un salarié sortant des effectifs au 31/12, on procède comme maintenant pour l'attestation Pôle emploi. Alors, Pôle emploi dit arrêt au 31/12/2021 des AED. Donc, ça veut dire que normalement, le 31 décembre minuit, tout est fermé du côté de Pôle emploi et que ça ne passe plus. Donc, il faudra faire les fins de contrat de travail uniques. Par contre, je ne peux pas vous dire s'ils ne vont pas le laisser un jour ou deux de plus ouvert, ça je ne peux pas me prononcer. Mais la règle, c'est 31 décembre 2021 minuit, fini les AED, fini les fins de contrat de travail. Ce sera fin de contrat de travail unique. Alors, autre question. Donc oui, pour la mise à jour de la paye en 4.10, il faut auparavant que votre paye soit en version 4. Donc il faut la version 4 pour passer la 4.10. Pour ceux qui vont tenter les installations de par eux-mêmes, n'oubliez pas vos sauvegardes, sauvegarde du dossier et sauvegarde des bases de données. Ensuite, pour les salariés sortis après le mois d'octobre, si on doit faire des fiches de paye sur décembre pour la prime inflation, comment fait-on la fiche de paye complémentaire? Vous passez par un bulletin complémentaire, comme ce sera comme pour les salariés standards qui sont sortis. Alors, comment devons-nous déclarer les apprentis pour la prise en compte du montant de la taxe d'apprentissage? Donc tout ça, on le verra en 2022 pour les apprentis, comment gérer. Vous verrez qu'il y a des informations sur ça, notamment pour les sociétés de moins de 11 salariés qui n'auront pas la taxe d'apprentissage, mais tout sera notifié avec les codes CTP et les énumérés qui vont bien. Hop, je pense que j'ai fait le tour. Ah non. Est-ce qu'on pourra toujours faire des attestations manuelles sur le site de Pôle emploi en cas de rejet des DSN de fin de contrat? Non. Alors, quand Pôle emploi dit arrêt des AED, c'est AED par tous les moyens. Ils ont déjà arrêté les AED, enfin, on appelle ça les attestations papier, les attestations Pôle emploi papier, c'est fini. On avait encore la possibilité de faire des AED en EDI via les logiciels. 31 décembre, c'est fini. Et les AED via le site Pôle emploi, c'est fini. Donc, c'est bien que des DSN de fin de contrat de travail unique. Et est-ce qu'ils vont corriger les motifs de rejet? Je suppose que oui, parce que si au 1er janvier, plus aucune société ne sait faire l'attestation Pôle emploi, ça va être compliqué et les salariés risquent de râler. Donc, déjà, les DSN de fin de contrat de travail unique seront beaucoup plus complètes. On aura beaucoup plus la main pour déclarer des informations. Mais oui, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hop. Alors, il y a des questions sur pouvez-vous montrer comment on fait? Alors, je vous montre rapidement une chose, mais après, c'est de la formation, donc je ne peux pas le mettre ici.
juste pour la question sur comment on va faire une DSN de fin de contrat de travail unique. Donc, soit vous passez par l'assistant de sortie, auquel cas il vous le proposera, ou sinon, pour ceux qui utilisent le menu état administratif, ici, juste en dessous de DSN de fin de contrat de travail, vous avez DSN de fin de contrat de travail unique. Donc, le même fonctionnement qu'une DSN de fin de contrat, qu'une DSN de signalement, juste un petit peu plus d'éléments. Et ces éléments, c'est ce que vous avez l'habitude de retrouver dans les DSN mensuels. Voilà, voilà. Je pense... alors, j'ai une dernière question. En cas de rejet, il faudra recommencer l'envoi. Ça, pareil, c'est plus de la formation. Au niveau de la DSN, si votre DSN est rejetée, vous corrigez votre DSN, vous l'envoyez de nouveau. Si par contre elle est acceptée et que vous voulez faire une modification, dans ce cas-là, vous faites une DSN annulaire en place. C'est pareil pour tous vos types de déclarations. Hop. Et bien, apparemment, j'ai répondu à toutes les questions. Je profite de cette présentation aussi pour vous rappeler que jeudi 9 décembre, donc de 9h à 10h30, j'ai un de mes collègues qui va animer les nouveautés de Sage 100 V8. Donc, rien à voir avec la paye, mais intéressant également pour toutes les personnes qui gèrent cette partie-là. Donc, il y a un emailing qui a été envoyé. Regardez bien vos boîtes mail pour vous inscrire. Voilà, voilà pour ça. Hop. Et dernière question, et après j'arrête. Pour les heures exonérées 2021 sur la DSN 2022, c'est exactement comme les heures exonérées 2020 sur la DSN 2021. Vous n'avez pas de paramétrage complémentaire à faire si c'était bien fait l'année dernière. C'était juste pour pas que vous soyez surpris. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée. Merci pour votre participation et vous dis à bientôt.